Donc en préambule, donc une petite, infographie, de régions de France, avec la répartition des principales dépenses des régions, en 2023 par, grand axe de politique publique, on va dire. Donc il y a 3 principales politiques publiques, au niveau des masses monétaires où il y a le plus de dépenses. Donc en premier lieu, les transports et la mobilité, donc c'est essentiellement des dépenses qui vont être sur le ferroviaire et puis les cars, qui représentent donc 27 des dépenses. On a également en 2e poste l'enseignement et en premier lieu les lycées en tout cas, donc pour 17,7 et puis une part quand même assez significative sur tout ce qui est, emploi, formation professionnelle et apprentissage pour un peu plus de 10. Et donc toutes ces dépenses au niveau des régions, ça représente un total de 46 milliards € à l'échelle, du pays, dont 2 tiers à peu près en fonctionnement et puis un tiers en investissement. Et en Pays de la Loire, vraiment le chiffre à retenir, on va dire, c'est que le budget, c'est environ 2 milliards €. Donc tout compris, fonctionnement et investissement. Donc ces 2 notions-là, on va y revenir par la suite, mais c'est vraiment le chiffre à retenir. Donc c'est assez stable, je crois que c'est 2 milliards et 48 millions. Il y a pas eu d'augmentation sur les 2 dernières années. C'est un montant qui est un peu cible pour la région et qui devrait assez peu évoluer dans les années à venir. Et donc ce cycle budgétaire, donc il va rythmer l'ensemble des sessions du conseil régional et du Césaire aussi, par effet, ricochet, parce que l'avis, du Césaire sur les budgets, en fait, il est obligatoire. C'est la mission première même presque du Césaire. Donc en décembre de chaque année, il y a le vote du budget primitif de l'année, à venir. Donc en décembre 2023, c'était le budget primitif 2024. Lors de la session de mars, théoriquement, il peut y avoir ce qu'on appelle une décision modificative. Donc une décision modificative, c'est une étape budgétaire qui permet de modifier le budget qui a été voté, initialement. Et la doctrine de la région, c'est de ne pas procéder à de décisions modificatives dès le mois de mars parce qu'ils considèrent qu'un budget qui a été voté au mois de décembre n'a pas lieu d'être modifié, en fait, dès le mois de mars, sachant que, quand le vote a lieu en mars, en fait, les services le préparent quand même plusieurs semaines auparavant. Donc il y a quand même très peu de chances qu'il y ait des modifications, sauf, opération, on va dire, un peu exceptionnelle, de dernière minute. Et les 2 derniers temps de l'année, donc là, pour le coup, sont, impératifs, on va dire, puisqu'il s'agit en juin donc de voter le compte financier unique 2023, donc de l'année précédente. Donc le compte financier unique, appelé aussi CFU, c'est le nouveau nom du compte administratif. Donc là, pour le coup, il fait état, en fait, des dépenses et des recettes réelles qui ont été exécutées lors de l'année précédente. Contrairement au budget qui est une prévision, de ce qui sera dépensé dans l'année à venir. Donc ça, c'est vraiment le temps fort en juin. Et puis, autre étape budgétaire au mois de juin, c'est ce qu'on appelle le budget supplémentaire. Donc le budget supplémentaire, c'est une décision modificative qui est un petit peu particulière, dans la mesure où elle permet d'ajuster le budget, de l'année en cours, mais également d'affecter, l'excédent, enfin on l'espère, l'excédent de résultats de l'année précédente. Ce qui a pour effet aussi de réduire, l'endettement, de la région. Et puis, dernière séquence de l'année, on a en octobre le rapport sur les orientations budgétaires 2025-2027. Donc en fait, c'est un rapport sur les 3 années glissantes à venir et ce rapport, il est adossé à un débat, d'orientation budgétaire, en fait, qui doit avoir lieu. C'est inscrit dans la loi, à minima 10 semaines avant le vote du budget. Et puis, donc là, plus probablement, on aura pour le coup une décision modificative en octobre 2024. Pourquoi? Parce que techniquement, en fait, c'est compliqué pour la région de maintenir les possibilités de virement de crédit, les réallocations de crédit de ce qui a été voté en décembre et donc il y a des ajustements à minima techniques et parfois aussi politiques parce qu'il y a des projets qui n'avaient pas pu forcément être anticipés dès le mois de décembre ou au contraire des, crédits qui ne seront pas utilisés parce que le projet, structurant par exemple, a été reporté et donc les dépenses n'auront pas lieu, d'ici la fin d'année. Donc il y a un recours à une décision modificative pour modifier une dernière fois le budget, avant la clôture budgétaire en fait, qui a lieu, à peu près, début décembre, mi-décembre, au niveau des services de la région. On va pouvoir passer à la suite et rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur les grands principes budgétaires. Donc au niveau du Césaire, c'est pas forcément, ce qu'on va retrouver et l'objet des échanges qu'on aura, mais c'est bien quand même d'avoir en tête ces principes pour comprendre quand même les règles qui régissent les budgets,
des collectivités et de la région en l'occurrence. Donc le premier grand principe, c'est le principe d'annualité. Donc le budget, il est prévu et exécuté pour la durée d'un exercice qui commence impérativement donc le 1er janvier et finit le 31 décembre. Il n'y a pas de possibilité de faire commencer du 1er juillet au 30 juin à cheval sur 2 années civiles. Donc ça, c'est le premier grand principe. On a également le principe d'unité, donc l'unité, c'est-à-dire que le budget, il est dans un document comptable unique qui recense l'ensemble des dépenses et des recettes de la collectivité. Donc ça, c'est vraiment un principe qui va de pair avec la transparence des deniers publics et la lisibilité vraiment du budget d'une collectivité. Troisième principe, c'est le principe d'universalité. Donc ce principe, en fait, il y a deux règles sous-jacentes à ce principe, c'est-à-dire que les recettes ne peuvent être affectées à des dépenses. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas flécher directement une recette vers une dépense. Et toutes les recettes arrivent dans un pot commun et ensuite, il y a des dépenses qui peuvent avoir lieu sur un même dispositif ou même, par exemple, on peut prendre les fonds européens qui sont assez neutres en termes de recettes et de dépenses, mais on peut pas affecter directement une recette et la flécher vers une dépense. Et puis l'autre règle sous-jacente, c'est-à-dire que c'est la règle de non-contraction. Donc les recettes et les dépenses ne peuvent être contractées. Concrètement, ça veut dire qu'il faut inscrire à la fois les recettes et les dépenses. Je vais prendre un exemple chiffré, ce sera peut-être un peu plus parlant. Si vous avez une recette de 200 000 euros et une dépense de 500 000 euros, vous ne pouvez pas faire vous pouvez pas inscrire uniquement la dépense de 300 000 euros. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire 500 000 moins 200 000 et inscrire uniquement la dépense. Il faut inscrire absolument à la fois la dépense et la recette. Donc ça, c'est vraiment pareil. Et là encore, c'est lié à la lisibilité, à la transparence et aussi pour avoir un meilleur contrôle et suivi des deniers publics. On a un quatrième principe qui est le principe d'équilibre. Donc l'équilibre à la fois de chaque section, donc fonctionnement et investissement, donc équilibre entre dépenses et recettes. La couverture du capital des emprunts par des ressources propres, c'est assez important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas souscrire et recourir à de l'emprunt pour rembourser la dette. Et puis, il y a donc un principe de sincérité, c'est-à-dire que les dépenses et les recettes inscrites doivent être évaluées de façon sincère. Donc, les recettes ne peuvent pas être majorées et les dépenses minorées. En tout cas, pas volontairement. En tout cas, il y a un principe. Par exemple, la région ne pourrait pas inscrire une recette, des recettes à hauteur de 2 milliards d'euros, par exemple. Ça serait complètement insincère par rapport à la réalité des dossiers. Et puis, dernier grand principe, c'est le principe de spécialité. Donc, les dépenses et les recettes doivent être autorisées que pour un objet particulier et elles sont classées par section, chapitre et article comptable. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment très technique. C'est juste pour information, pour que vous l'ayez à l'esprit. Toujours bien de le savoir, sachant que techniquement, la région, elle peut opérer des virements de crédit sur les mêmes chapitres comptables. Ce qui peut expliquer parfois les blocages et l'opportunité de recourir à des décisions modificatives pour lever ces blocages. Donc voilà un petit peu le panorama des principes budgétaires. Il y a une fongibilité ce qu'on appelle fongibilité des crédits, c'est-à-dire qu'il y a des virements qui peuvent s'opérer entre deux lignes, mais la ligne doit être explicite. Après, au sein d'une ligne de crédit, il peut y avoir plusieurs projets. Il peut y avoir par exemple une ligne pour les lycées et après il y a autant de projets que de lycées. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment en termes de traçabilité, en fait, il faut pouvoir avoir un libellé et donc respecter ce principe de spécialité. Donc ensuite, on peut passer à l'équilibre budgétaire. On parle souvent des dépenses, mais il faut savoir que la construction d'un budget, elle s'opère avant tout, via les recettes qui déterminent aussi justement les dépenses qui peuvent être faites, en face. Donc il y a plusieurs blocs. Donc il y a vous voyez le premier gros bloc bleu, à gauche, qui sont les recettes de fonctionnement et donc en face, on va avoir, des dépenses de fonctionnement qui seront plus faibles que ces recettes. Pourquoi? Pour dégager le petit pavé que vous voyez d'épargne brute. Donc l'épargne brute, ça va être les recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement et cette épargne brute, en fait, elle va permettre, avec adossée aux recettes d'investissement et adossée aussi au recours à l'emprunt, de pouvoir financer les dépenses d'investissement et de rembourser le capital de la dette. Et une fois que vous avez tout ce mécanisme qui s'est mis en place,
on aboutit à un équilibre budgétaire entre, le bloc des recettes et le bloc des dépenses. Donc c'est vraiment important de pouvoir se dégager pour une collectivité une épargne brute suffisante, parce que ça permet quand même d'alimenter des dépenses d'investissement et ou de moins recourir à l'emprunt, en fait, et à l'endettement. En fait, les collectivités sont tenues à cet équilibre contrairement à l'État, il y a quand même une différence à ce niveau-là et donc le corollaire, c'est qu'il y a, oui, plusieurs notions là, donc sur la gauche de l'écran, donc on a donc épargne brute, j'ai déjà évoqué. L'épargne nette, ça va être l'épargne brute moins le remboursement du capital de la dette et puis dernière notion, c'est, l'emprunt. Alors j'ai mis d'équilibre entre parenthèses. Laurent Dejoie, lui, l'a présenté comme un emprunt d'équilibre, de manière impérative. C'était pas le cas jusqu'à la hausse des taux. C'est-à-dire que la région avait une stratégie qui était quand même assez, pertinente d'emprunter, enfin pertinente en tout cas d'un point de vue, purement, financier, on va dire. D'emprunter, plus que l'emprunt d'équilibre, parce que les taux étaient assez faibles, en fait et donc ça lui permettait d'avoir c'est ça, en fait, de l'argent, presque gratuit, en tout cas de pouvoir investir plus. Et donc là, ils sont revenus depuis la hausse des taux en 2022 à une stratégie dite de trésorerie zéro, en fait. Donc là, ils empruntent vraiment au niveau de l'emprunt d'équilibre pour permettre justement cet équilibre budgétaire. Mais si on a dans les années à venir une baisse des taux, c'est possible qu'ils opèrent à une nouvelle stratégie d'emprunt un peu plus élevée que le nécessaire. L'emprunt d'équilibre, il est là uniquement pour équilibrer le budget comme les dépenses d'investissement doivent être inférieures aux recettes d'investissement, c'est enfin, entre guillemets «forcément» pour, financer de l'investissement. Mais, c'est pas directement fléché, on va dire, sur de l'investissement, mais de fait, ça va être quand même pour financer de l'investissement. Parce que toutes les collectivités, par ce mécanisme, en fait, assurent, leurs dépenses de fonctionnement, ce qui est normal, en fait, pour, pouvoir, avoir une continuité du service public, de la collectivité en question. Il y a le profil de la dette, c'est-à-dire que ça va être est-ce que c'est à taux fixe ou à taux variable? Ou voire à taux zéro parce qu'il y a une petite partie à taux zéro et en fait la très grande majorité, c'est même un peu plus de 90 c'est à taux fixe. Ce qui permet quand même une meilleure gestion aussi des remboursements, en fait la région, va pouvoir lisser justement via sa stratégie les remboursements chaque année. Mais cette stratégie, elle a quand même permis justement de se prémunir de la hausse des taux et on voit que le taux moyen, je crois qu'il était à 1,3 malgré tout, malgré la dernière hausse parce que la région avait pu, emprunter avant et lisser son effort dans le temps. Donc ça a permis quand même d'avoir des intérêts, on le verra par la suite, même si cette stratégie, elle est assez opérante, les intérêts quand même ont augmenté de plusieurs dizaines de millions d'euros et ce qui est pas neutre, ensuite sur les politiques publiques parce que de fait, ça rogne sur les politiques publiques. Donc là, on va rentrer un peu plus sur les termes un peu, on va dire, techniques, mais qui sont des notions quand même, impératives, pour l'ensemble des conseillers, y compris ceux qui ne participeront pas forcément au groupe d'appui budget. Mais quand vous recevez les documents budgétaires, vous allez avoir, très souvent, recours aux notions qu'on va voir. Donc on a tout d'abord, ce qu'on appelle les sections. Donc les sections, c'est la séparation entre les dépenses dites de fonctionnement et les dépenses enfin les recettes aussi, et celles dites, d'investissement. Donc la section de fonctionnement, ça va être le plus souvent des dépenses récurrentes qui correspondent à une consommation immédiate et sans incidence sur le patrimoine de la région. Donc par exemple, les dépenses énergétiques des lycées, les achats de prestations intellectuelles, ça va être des dépenses liées à du conseil, ou encore des subventions annuelles associatives, par exemple, auprès d'acteurs, culturels. Et puis section d'investissement, donc c'est, ce qui, procure un bien durable qui entre dans le patrimoine de la région, avec pour effet de la conserver, de le renouveler ou de l'accroître. Et donc là, les exemples, ça va être, construction d'un lycée, achat de matériel informatique ou des subventions, d'équipement. Donc c'est un peu la même logique que pour les particuliers ou pour les entreprises, en fait. C'est que le fonctionnement va plutôt être sur, un pas de temps, sur l'année et l'investissement, c'est tout ce qui va pouvoir être dépréciable, en fait, ou amortissable et qui est le plus souvent quand même sur plusieurs années. Les dépenses de fonctionnement, elles peuvent être pluriannuelles malgré tout. Enfin, théoriquement, elles sont quand même plutôt, récurrentes ou en tout cas, à un horizon quand même, à 12 mois. Enfin, il y a quelques exceptions, mais globalement, on est quand même plutôt sur des quand on regarde d'ailleurs les budgets de fonctionnement,
d'une année sur l'autre, ils évoluent très peu parce qu'on va avoir le même type de dépenses. Alors que l'investissement, c'est moins vrai. Ça va plutôt être lié à des projets, soit portés par la région, soit des cofinancements, par exemple les contrats de territoire qui vont être portés par d'autres collectivités et sur lesquels la région va abonder en fait. Donc on a une récurrence qui est pas du tout la même en fait sur l'investissement. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la suite, qui sont les autorisations, c'est-à-dire que la région a une gestion de ses crédits par autorisation. Donc on a deux types d'autorisations, on a les autorisations d'engagement et de programme. Donc d'engagement, ça va être sur la section de fonctionnement et de programme, ça va être sur la section d'investissement. Donc une autorisation, c'est en fait la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement et elles sont votées pour une durée pluriannuelle, y compris en fonctionnement. Moi, je vais prendre un exemple, peut-être, plus parlant, en tout cas pour de vie quotidienne. Les autorisations, c'est un peu la même chose que les plafonds de carte bleue. C'est-à-dire que c'est décorrélé du montant que vous avez sur votre compte en banque, mais ça peut vous bloquer en fait, il y a un seuil et c'est un peu le même principe de fonctionnement. Donc ça va vraiment être la limite supérieure que l'exécutif a autorisé, enfin que l'assemblée a autorisé en fait, sur une opération, sur une ligne budgétaire. Et donc en face de ces autorisations, vous avez ce qu'on appelle les crédits de paiement, souvent abrégés CPF et CPI. D'ailleurs, dans la documentation de la région, vous le retrouverez assez souvent. C'est vraiment les crédits de paiement qui sont associés à ces autorisations, donc ça va être la limite supérieure, là encore, des dépenses qui peuvent être mandatées. Alors, mandatées, c'est le terme technique officiel utilisé. Mandaté, ça veut dire concrètement payer durant l'année, sous réserve justement de ne pas dépasser la limite des autorisations. Et donc, oui, l'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte uniquement des CPF et non des autorisations. Bah, c'est vraiment la différence entre le budget primitif, par exemple, et le compte financier unique, c'est-à-dire qu'il y a des crédits qui sont votés au budget et pour autant, ils vont pas être forcément consommés. Et d'ailleurs, on le voit tous les ans. Le taux de consommation, il est à peu près à 98 en fonctionnement et un peu moins en investissement. Ouais. Il y a un vote de crédit de paiement, mais derrière, il faut le matérialiser sur ce qu'on appelle le service fait. C'est-à-dire que il faut que l'administration en fait, atteste que la commande a été bien, réalisée en fait, on verra après, j'ai toute une partie sur les acteurs, l'écosystème un petit peu. Il y a le payeur, régional par exemple. Il faut en fait que le paiement soit validé et ce qui explique d'ailleurs, comme le taux de consommation, il ne peut pas être de 100 pour plein de raisons parce que, c'est lié à la vie des projets, c'est lié à plein de choses. Même s'ils approchent quand même les 100, ils sont à 98-99 à peu près. Il y a un écart entre ce qui est voté et ce qui est réalisé et c'est pour ça que ce qu'on on dit qu'ils peuvent être, dépensés, mais ils ne le sont pas forcément et c'est pareil pour les recettes d'ailleurs, il y a des crédits qui sont prévus. Si les recettes sont plus faibles qu'attendues, bah, finalement, on sera quand même en deçà. Bon, c'est peut-être la partie la plus difficile de la formation, donc soyez concentrés. Ça reprend un petit peu tous les termes qu'on a pu voir. Donc c'est un cas pratique, donc un exemple d'une opération qui serait d'un montant global de 40 millions d'euros. Donc on va dire voté lors du budget primitif 2022, donc avec des affectations successives depuis février par la commission permanente pour un montant total de 35 millions d'euros, des engagements à hauteur de 28 millions d'euros et des mandatements pour un montant de 15 millions d'euros. Donc là, je vous ai fait un petit schéma récapitulatif. En fait, il faut bien comprendre que tout est imbriqué. C'est-à-dire qu'on part du haut avec le vote de la dotation globale qui est de 40 millions d'euros. Ce qui veut dire que juste en dessous, il y a le niveau, ce qu'on appelle affectation, ne peut pas excéder les 40 millions d'euros. Ça paraît assez logique, mais si jamais le montant devait être réévalué, il faudrait d'abord augmenter le montant de la dotation avant d'augmenter celui de l'affectation. Et donc là, dans l'exemple, en fait, les affectations, elles sont pour un total cumulé de 35 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un disponible pour affecter de 5 millions d'euros. Et donc, par effet ricochet, les engagements en dessous, même si l'opération globale, elle est à hauteur de 40 millions d'euros,
il y a ce cran de sécurité affectation, on va dire, à 35 millions d'euros. Et donc, les engagements, ils ne peuvent pas excéder 35 millions d'euros. Même si l'opération, elle est 40 millions d'euros, les engagements, donc ce qu'on appelle comptables et juridiques, ça veut dire, ça va être des contractualisations que la région a faites. Donc, ça va être des marchés publics, des subventions. Elle s'est engagée vraiment auprès d'acteurs. Et donc, autant les 40 millions d'euros, ça va être une annonce, une programmation politique, autant les engagements, ils sont tenus juridiquement de les payer. Enfin, si le service est fait, en tout cas, c'est vraiment un engagement de la collectivité. Et donc, comme je le disais, ces engagements, ils ne peuvent pas excéder 35 millions d'euros. Et si jamais ils doivent l'excéder parce que c'est l'avis du projet, il faudra repasser au vote pour les dotations et pour les affectations. Donc, c'est vraiment, moi, l'ensemble qu'il faut comprendre. Nous, on ne sera pas forcément confrontés au niveau du Césaire à ces mécanismes. Mais si on comprend ces mécanismes, en fait, on va mieux comprendre les documents budgétaires que nous communique la région. Donc ça, c'était la situation initiale. Donc dotation 40 millions, affectation 35 millions, engagement 28 millions et mandat antérieur. Donc ça va être les paiements qui ont eu lieu les années précédentes. Et donc là, si on a eu 15 millions d'euros qui ont été payés lors des années ultérieures, ça veut dire qu'il reste à payer 13 millions d'euros sur les engagements comptables et juridiques. Bon, c'est assez logique, mais c'est mieux de le rappeler. Et donc ensuite, dans l'exemple, en fait, on va évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'en mai 2024, la commission permanente de la région a décidé d'affecter 5 millions d'euros supplémentaires sur l'opération. Donc ça veut dire qu'elle est passée de 35 à 40 millions d'euros. Elle a affecté l'ensemble de la dotation. Et donc, de fait, les engagements peuvent également augmenter. Donc là, dans l'exemple donné, là, les engagements, ils sont passés donc de 28 millions d'euros à 37 millions d'euros, ce qui aurait pour conséquence d'avoir un disponible pour engager à 3 millions d'euros. Et sur les mandats, si on restait sur le même principe, on aurait un reste à payer de 22 millions d'euros. Là, le reste à payer, il était de 13 millions d'euros parce que les engagements étaient à 28. Si les engagements passent à 37, de fait, le reste à payer, lui, il sera de 22 millions d'euros. En fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a il y a plusieurs niveaux qui sont imbriqués. Et ces niveaux, ça va être on va dire, des sortes de crans de sûreté qui sont à la main en fait du vote, soit en session du conseil régional, soit en commission permanente. Donc la commission permanente, moi j'avais une slide d'avant, je pourrais y revenir pour préciser. La commission permanente, c'est un peu l'équivalent du bureau du Césaire. Les emprunts, ça va être vraiment au niveau de la trésorerie, au niveau global. C'est pas par projet. Enfin, on n'emprunte pas par projet, on emprunte vraiment au niveau grande masse. En fait, en fonction de l'opportunité et de l'équilibre budgétaire et de la trésorerie, il peut y avoir plusieurs emprunts au cours de l'année. Ça, c'est à la main de la direction des finances et qui estiment l'opportunité de marché. Ils le font soit en cas de nécessité, soit en cas d'opportunité d'emprunt. Mais là, enfin, au vu du contexte, ils le font vraiment par nécessité pour le coup. Quand on parle des restes à payer, c'est-à-dire c'était plutôt les AP votés qui n'étaient pas affectés, moi. Mais c'est vraiment ça quand on dit qu'il y a des restes à payer, tout ce qui était l'idée de dette Ouais, c'est cachée, ça. c'était des dépenses engagées qui n'étaient pas mandatées. C'est ça, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir en tête ces restes à payer parce que ça engage la collectivité et pas seulement l'exécutif. Donc, par exemple, en cas de changement d'exécutif, si vous avez beaucoup de restes à payer, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre pour le nouvel exécutif. Et donc, le Césaire, alors on verra dans les différents avis, mais on a quand même une plus-value, je pense, à mettre en avant ces restes à payer qui ne le sont pas par la région d'ailleurs, qui communiquent pas. Enfin, c'est communiqué dans la maquette budgétaire, mais c'est pas communiqué en tant que tel, on va dire, dans le document. Et c'est bien d'avoir un avis un peu éclairé sur ces restes à payer, même si ça reste un indicateur, c'est quand même bien d'avoir un peu l'état des engagements de la collectivité qui sont toujours pas soldés et qui resteront à solder dans les années à venir. L'engagement, en fait, en général, déjà, soit le service est fait, soit il n'est pas fait. Mais si un projet est arrêté en cours de vie et cours d'exécution, en général, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été créé, ce mécanisme. C'est que je vais prendre un exemple, si le projet il est à 40 millions d'euros, mais que au final, au bout de l'équivalent 5 millions d'euros d'engagement, on voit que le projet est abandonné, bah, finalement, en fait, le garde-fou, ça a été l'affectation
qui a permis de ne pas engager les 40 millions d'euros. Oui, c'est la même logique dans l'autre sens. En fait, il faut repasser au vote si on veut modifier les différents seuils. Mais pour autant, comme c'est une limite supérieure, et c'est moins bloquant quand même dans l'autre sens. Les affectations, ça va être voté en fait en commission permanente. Donc les élus décident des affectations. Alors que les engagements, enfin c'est aussi sous le contrôle des élus, mais les engagements, ça va être vraiment la contractualisation effective. Donc marché public, subventions, conventions, avec un engagement juridique et comptable de la collectivité. Donc une affectation, elle va être très globale. Par exemple sur la construction d'un lycée, tu peux avoir une seule affectation, mais plusieurs engagements parce qu'il y a plusieurs marchés publics, il y a plusieurs lots. Et en fait, les engagements, c'est vraiment la déclinaison concrète de ton affectation. L'affectation, c'est vraiment, comme on le disait, la limite supérieure allouée à un projet, allouée à la construction d'un lycée, par exemple. Alors que l'engagement, c'est concrètement un contrat avec un tiers extérieur à la région. Et j'avais une slide avant, en fait, avant l'exemple sur les acteurs budgétaires. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi à comprendre. Parce que ça permet en fait d'avoir les différents niveaux entre les votes et les affectations. Donc on a tout d'abord le conseil régional qui se réunit 4 fois par an. Donc comme le Césaire, en fait, en général, la session du Césaire, ça va être le mardi, et celle du conseil régional, ça va être le jeudi et vendredi parfois. Mais ils le font de plus en plus sur une seule journée, le jeudi. Et donc ce conseil régional, il va voter le budget et les dotations, donc en autorisation et également en crédit, que ce soit les dépenses et également les recettes. Et puis, il délègue aussi à la commission permanente, donc qui, elle, se réunit 6 fois par an. Donc comme je le disais, c'est un peu le pendant du bureau du Césaire. C'est vraiment, par souci de, comment dire, de simplicité, d'efficacité, il y a quand même besoin d'avoir une réunion d'une instance régionale au moins une fois par mois à peu près. Parce que si vous faites la somme, ça fait 10 fois par an entre le conseil régional et la commission permanente. Et cette commission, elle va voter les affectations. Donc, elle ne peut pas modifier le budget. Elle peut modifier les affectations, mais pas le budget. Et puis, elle attribue donc les subventions, approuve les conventions et les règlements d'intervention. Et puis, donc, au milieu de tout ça, on a un principe, c'est Eric qui le rappelait, donc c'est la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Donc, on a ce qu'on appelle l'ordonnateur, ça va être la présidente de région. Donc, en fait, elle prépare le projet de budget en lien avec ses services et elle ordonne l'engagement et le mandatement des dépenses et des recettes. Et en face, vous avez ce qu'on appelle le comptable, qui est le payeur régional, donc qui lui contrôle la régularité des opérations et qui paye concrètement les dépenses et encaisse les recettes. Donc c'est la même chose que pour vos frais de déplacement, par exemple avec François Xavier. François Xavier, lui, il a une délégation de la présidente de région pour proposer le remboursement de vos frais de déplacement. Et ensuite, il y a un contrôle des pièces justificatives que vous pouvez lui donner. Et c'est le payeur régional qui va procéder au paiement de ses frais de déplacement. Ben, il ne travaille pas à la région, en fait. C'est un agent de l'État, ouais. Mais oui, il est affecté, on va dire, au contrôle de la région, quoi. Ouais. Par rapport au rôle du payeur régional, c'est bien un contrôle sur les pièces qui sont données. Il vérifie qu'il a une facture et il va payer au vu de la facture. Et cette séparation ordonnateur comptable, c'est quelque chose qui est général dans le droit français. Il y a des exceptions, ce qu'on appelle les agences comptables. Et pour ceux qui étaient dans le mandat précédent, il y a eu la volonté de la région de monter une agence comptable, c'est-à-dire d'avoir un agent de la région qui jouerait le rôle de payeur. Et ça n'avait pas abouti, mais c'est dans les tuyaux de ne plus avoir cette séparation aussi nette que celle qui existe aujourd'hui. Après, maintenant, il y a aussi enfin, sans rentrer trop dans le détail, il y a des conventions aussi pour ce qu'on appelle des contrôles allégés, ou alors soit sur un échantillon ou de manière un peu, un peu plus light, on va dire, et ça permet notamment de payer plus rapidement. Là, il y a la Chambre régionale des comptes. Bah, il n'y a pas d'effet coercitif. S'il y avait un endettement trop important, tu as des mises sous tutelle quand même de collectivités. Il y avait eu le cas dans le sud-est de la France. Il n'y a pas de contrôle sur l'opportunité et le bien fondé parce qu'il y a le principe de libre administration des collectivités. Je crois que d'ailleurs, ça doit être dans le guide d'accueil. Il me semble qu'il y a toute une partie sur les compétences de la région. Et en fait, il y a pas il y a une libre administration. Donc, il n'y a pas forcément de contrôle de l'opportunité de telle ou telle subvention, de telle ou telle dépense. Chaque collectivité
se gère comme elle l'entend. Enfin, il y a une souveraineté. Il y a juste, comme je disais à Jean, en fait, si il y a certaines collectivités qui ont été mises sous tutelle, il me semble, parce que justement, il y avait un endettement trop important, il y avait un risque trop important. Mais sinon, il n'y a pas de jugement, on va dire, de la politique de la région. Bah, contrôle de légalité, ça va porter sur les délibérations. Vous m'entendez bien, c'est bon. Ça va porter sur les délibérations, c'est-à-dire que quand la région délibère, après, ça part au contrôle de légalité qui vérifie si ce qu'elle a voté est conforme avec le droit. Et ensuite, et justement, le contrôle en fait sur les pièces comptables, ils vont contrôler s'il y a bien une délibération qui autorise, par exemple, sur une subvention, il faut une délibération et une convention pour les subventions d'un certain montant. Ils vont vérifier si la délibération elle a bien été transmise au contrôle de légalité, si la convention est bien signée par les deux parties, et ensuite, elle peut verser l'argent. C'est une sorte de double contrôle en fait entre les agents de la région qui font la demande de paiement et l'État qui vérifie justement si tout est OK pour concrètement en fait payer les personnes. Le budget, il est voté en session. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une délibération qui est prise pour voter le budget. Et après, ensuite, tout ça, ça part justement au contrôle de légalité. Et ensuite, c'est validé, on va dire, d'un point de vue juridique. Il n'y a pas d'autre contrôle, on va dire. Il n'y a que la Chambre régionale des comptes qui peut justement intervenir et émettre des avis. C'est pas coercitif, effectivement. C'est un avis, en fait. Mais c'est un peu comme le Césaire. Nous, on émet un avis sur le budget de la région. Et ce qui est obligatoire, c'est d'émettre l'avis. C'est pas ce que comporte l'avis. La Chambre régionale des comptes va aussi vérifier les comptes du comptable. Une fois que le compte administratif aura été voté, la Chambre régionale des comptes prend son temps et vérifie les comptes du comptable et peut constater des irrégularités, par exemple des dépenses qui ont été payées sans facture ou des choses comme ça, et auquel cas le comptable, sur ses deniers, est obligé de rembourser les erreurs qu'il a faites. C'est ça. Mais c'est pas la C'est sur région. ses deniers avec toutes les questions d'assurance et tout ça. Mais ça, c'est le problème du comptable du ministère des Finances et pas le problème de C'est la ça, collectivité j'ai un locale. peu simplifié, mais c'est plus le problème de la région, entre guillemets, à ce niveau-là. C'est purement technique au niveau du comptable, pas du payeur. Non, bah, c'est ce que je disais, c'est l'opportunité politique, là, pour le coup. Et comme il n'y a pas d'obligation ou il n'y a pas de convention qui y est. Mais sur les subventions, il y a quand même une règle. Alors, moi, je vais aller très rapidement sur ce sujet. Il y a ce qu'on appelle la prescription quadriennale, c'est-à-dire que une convention, elle n'a pas enfin, sauf article explicite, elle n'a pas de terme, on va dire, en termes de validité. Mais sauf il y a un aspect dans le droit public, c'est la prescription quadriennale, c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, s'il n'y a aucune manifestation du bénéficiaire ou de la région, la subvention est caduque. Et la région, malgré son engagement et une convention qui pourrait être existante, elle n'a plus lieu de payer le bénéficiaire de la subvention. Non, mais en fait, ils vont plus se prononcer vraiment sur l'aspect budgétaire, financier que sur l'opportunité politique. Bon, les contrôles sont assez exigeants, mais ne serait-ce qu'au niveau du Césaire, les contrôles sont très importants, y compris pour des petites sommes, on va dire, sur des remboursements de frais de déplacement, des choses comme ça. Non, mais donc si sur des dossiers, on va dire comme ça, il y a un très fort contrôle, c'est encore plus fort sur des marchés publics, sur des plus grosses sommes, on va dire. Donc la région, en fait, a engagé il y a quelques années, ça a été une des premières régions à le faire, une démarche de certification de ses comptes. Et d'ailleurs, les collectivités justement, vont aller, sur ce champ-là et ce qui permet aussi de donner des gages, en termes de quand elles souhaitent emprunter, d'avoir des comptes certifiés, ça lui permet aussi d'emprunter à des meilleures conditions, justement parce qu'il y a une solidité plus avérée aussi, de sa part. Donc en fait, oui, la certification des comptes, c'est-à-dire que la région, elle fait auditer ses comptes justement par un commissaire aux comptes qui peut émettre des réserves. Alors, elle est un peu plus, la région est un peu nuancée sur ce champ-là parce qu'en fait, il y a des réserves qu'elle ne peut pas lever de par son statut de collectivité. Donc ça, vous le retrouverez peut-être plus en détail. On avait fait dans les avis du Césaire, si vous voulez voir les dernières réserves qui n'ont pas encore été levées par la région. Pour autant, la région, elle a levé quand même un certain nombre de réserves qui avaient été émises la première année et ces comptes, on va dire, sont certifiés.
Les seules réserves qui persistent sont vraiment des réserves qu'elle ne peut pas lever d'elle-même, en fait. Attends, question sur les règles que tu viens de Ouais. nous présenter. Est-ce qu'elles s'appliquent aussi, alors, on peut appeler des filiales, mais des agences comme Solutions Éco Non, et justement, autres? non, pas. Enfin, c'est l'intérêt justement de ce qu'on appelle les satellites ou antitelliers, Oui, c'est d'avoir une plus grande souplesse que des collectivités. Sur la certification des comptes, ce qu'il faut retenir quand même, je pense, c'est que la région, ça a été quand même une des pionnières en la matière et que les comptes sont certifiés hors réserve, on va dire, qui ne peuvent pas être levés de par le statut de collectivité de la région. Je vais terminer rapidement sur cette partie, donc sur les notions un petit peu à comprendre et à avoir en tête pour, quand on parle de budget. Donc effectivement, on a les restes à payer, donc qui sont les stocks d'autorisation de programme qui sont affectés mais non mandatés. Que je disais tout à l'heure, quand on parle de reste à payer, là, dans cette définition-là, par rapport au tableau de tout à l'heure, c'est pour ça que ça me gênait un petit peu. Ouais. Donc, c'est bien des AP qui sont affectés, c'est-à-dire qu'on réserve les fonds pour une fin spéciale, mais on n'est pas engagé à les payer. Non, c'est ça. Après, dans l'exemple, si tu veux, oui, c'est parce que ça allait de pair avec le fait que l'affectation, elle était totale par rapport à la dotation. D'accord. Mais, Mais mais, oui, mais oui, on est bien d'accord que la définition de reste à payer là n'est pas. Enfin, c'est dans ton c'est schéma, en fait, ça donnait l'impression que c'était des dépenses on était obligé de faire. Comme, ah oui, comme non, non, c'est pas obligatoire, ouais, ouais, Voilà, d'accord. On est bien d'accord. Donc, les restes à payer tels qu'ils sont dans l'état des restes à payer, c'est bien des dépenses qui sont affectées, mais qui ne sont pas engagées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'obligation de les faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une annulation bah, en partie quand même, parce qu'en fait, en il y partie, mais a pas il y une a des obligation engagements complète. sur ces affectations, mais oui. Ouais. D'accord, non, on est bien d'accord. Et il y a quand même un vote, enfin, l'affectation, elle a été votée en mais tu as raison, en Oui, fait, les fonds sont réservés, au niveau mais juridique et la dépense. comptable, il y a pas l'entièreté qui est, engagée. D'accord. Et donc ces restes à payer, ils peuvent s'apprécier par ce qu'on appelle le ratio de couverture, donc je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est le rapport entre ces restes à payer et le montant des crédits de paiement d'investissement de l'exercice. Donc ça, c'est un indicateur purement, théorique, mais qui donne quand même à voir de manière un peu plus simple, concrètement combien d'années il faudrait avec les crédits, 2024 pour rembourser pour payer ces restes. On a également, la capacité de désendettement. Donc ça va être le stock de la dette divisé par l'épargne brute et donc vous avez un ratio qui s'exprime également en années, et qui permet de dire en combien d'années la dette pourrait être remboursée si, la région, affectait l'ensemble de son épargne au remboursement de la dette. Donc on a un seuil d'alerte pour les régions qui s'établit à 9 ans. La région l'a frôlé, a même un petit peu dépassé, il me semble, en 2022 et là, elle est autour de 7,6-7,5 années. Donc il y a eu quand même des efforts assez drastiques là sur les 2 dernières années pour, faire redescendre ce ratio et on a vu quand même que c'était, en creux quand même, un outil de pilotage du budget. On a clairement vu quand même, il y avait 2 cibles, on va dire, au niveau du budget pour le construire. C'était des dépenses d'investissement qui étaient, à un niveau de 500 millions d'euros et ramener la dette, et ce ratio à peu près 7,5 années pour, se laisser une petite marge quand même par rapport aux 9 ans et ne pas faire augmenter trop sensiblement les intérêts. En fait, le capital, il est remboursé en investissement et les intérêts, c'est du fonctionnement. Sachant qu'il y a aussi une autre variable, ça va être, on l'a vu tout à l'heure, la sous-consommation des crédits. Alors même si elle est, quasiment, impérative, si vous avez une sous-consommation plus importante que les années, précédentes, ça va améliorer d'autant vos indicateurs et donc ce ratio-là, cette capacité de désendettement, au BP, en général, elle est votée à peu près à 9 années. C'est seulement quand on regarde la réalité de la consommation qu'on s'aperçoit qu'elle est à 7,5 années. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre avec des pincettes aussi ces indicateurs et voir ce qu'il y a derrière aussi. Ça reste un indicateur. Ça permet quand même d'avoir un ratio assez accessible, je pense, pour expliquer un peu l'état de la dette, mais il faut quand même bien l'analyser et voir ce qu'il y a derrière. Donc, deux autres petites notions, mais qu'on a déjà abordées finalement. Donc, le taux de réalisation, parfois nommé taux d'exécution, voire taux de consommation. Donc, c'est la même chose en fait, ça va être les dépenses mandatées, donc payées par rapport au crédit de paiement voté. Et donc, à noter que les crédits de paiement de fonctionnement uniquement et pas d'investissement, qui sont votés mais non mandatés, améliorent d'autant l'épargne brute. Il y a un délai légal pour être
Pour être exhaustif sur une facture, il y a un délai légal de 30 jours entre le dépôt de la facture et le paiement, ce qui pose des soucis parfois des administrations. Et il y a des intérêts en fait si c'est pas respecté. Et puis, dernière notion, donc la caractéristique de la dette, donc on a déjà parlé, ça va être ce qui est durée moyenne, taux moyen, et le profil, c'est-à-dire est-ce qu'elle est à taux fixe ou à taux variable. Donc ça, pareil, je vous renvoie à l'avis du Césaire. On a toute une partie sur la dette. Donc j'en ai fini avec les notions un peu théoriques et générales, on va dire. Donc sur le budget 2024, donc, bah, c'est ça ce que je disais, c'est pour ça il y a un langage qui n'est pas le même parce qu'il n'y a pas les mêmes fonctionnements entre le privé et le public. Bah, il y a un exercice qui est lié à la certification des comptes, mais c'est lié à la démarche volontariste, on va dire. Il y a pas de, il y a pas une transposition du cadre privé aux collectivités. Il y a des aspects communs, mais il y a pas de transposition. La région a un budget en propre, mais elle a des participations dans ce qu'on appelle des entités liées ou satellites, c'est parfois appelé. Et donc, c'est vrai que si on prenait le prorata de ces participations à ces structures, il faudrait intégrer justement le patrimoine, la dette. Ça pourrait faire l'objet d'un sujet d'étude au long cours du groupe d'appui, en dehors des séquences budgétaires, justement, de voir au niveau de la dette, si on prend la dette externalisée, entre guillemets, on pourrait faire un comparatif avec d'autres régions. Bon, après, il faut qu'on ait les données aussi pour le faire. Et pareil, justement, sur l'analyse des entités liées. On a en fait généralement le rapport en même temps que les documents budgétaires. On ne peut pas faire une analyse très poussée en 2-3 jours, sachant qu'il y a à peu près 55 satellites. C'est impossible. La région Pays de la Loire, c'est une des régions, on va dire, officiellement en tout cas, les plus endettées en termes de ratio. Mais là encore, il faut se méfier et voir comment on externalise la dette. Il y a des régions qui ont beaucoup externalisé et donc ce n'est pas affiché dans ce ratio. Et c'est ça en fait qu'il faut déterminer, je pense. Je vais prendre un exemple sur le ferroviaire. Si une région a beaucoup investi, elle s'est endettée pour le faire. Et c'est pas comparable avec une région qui ne l'a pas fait. Et là-dessus, faut comparer ce qui est comparable, c'est vrai. Il faut qu'on puisse avoir une base solide. Mais d'où l'intérêt de comprendre dans la globalité justement la construction du budget. Mais c'est bien, ça fait la transition avec le budget 2024. Et on va voir ce qu'on appelle les grands agrégats. Ça va être justement l'épargne, la dette. Et donc là, on va aller directement voir par exemple sur le second tableau, la troisième ligne, les intérêts de la dette. Donc, vous voyez au CFU 2022, donc ça, c'était l'effectif réalisé en 2022. On avait 28,5 millions d'intérêts de dette payés, alors que le CFU projeté en 2024, on va être à 40 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a 11,5 millions de plus qui n'iront pas dans les politiques publiques. Donc, ça a quand même une incidence concrète qui est limitée au regard des 2 milliards mais quand même qui se pérennise aussi. Et ça, ils vont quand même le traîner sur les années à venir. Donc, ça reste quand même un élément assez objectif et factuel. Il y a quand même une augmentation de 11,5 millions des intérêts de la dette. Après, on peut avoir des analyses différentes, de se dire est-ce que les choix ont été bons, ça c'est autre chose. Et c'est vrai que factuellement, il y a quand même une augmentation des intérêts de la dette qui est indéniable. Et donc ça, c'est vraiment pour vous montrer les tableaux qu'on avait pu produire dans le cadre de l'avis du Césaire en 2024. Et puis sur la partie droite, c'est vraiment donc, le mécanisme qu'on a présenté, décliné sur le budget 2024. Donc, le budget 2024, c'est 2 milliards 47 millions. Et donc là, vous voyez, ils ont réussi à dégager une épargne brute de 236 millions d'euros, conjuguée aux recettes réelles d'investissement de 329 millions d'euros et à l'emprunt à hauteur de 265 millions d'euros. Ils ont pu à la fois faire des dépenses d'investissement de 507 millions d'euros, faire des dépenses liées au fonds européen de un peu plus de 200 millions d'euros et rembourser le capital de la dette à hauteur de 121 millions d'euros. 121 millions d'euros, ça va être à peu près la même chose tous les ans, parce que l'objectif de la région, c'est de rembourser peu ou prou 120 millions d'euros chaque année, jusqu'en 2040, c'est leur stratégie. Donc après, à voir si ça évolue dans le temps. Mais pour lisser l'effort, justement, et pas gréver la capacité à investir, ils ont décidé quand même de se fixer
un objectif de montant chaque année au niveau de la dette. Donc les fonds européens, ça permet de financer environ une année d'investissement dans le mandat, en plus des politiques sectorielles de la région. Et les fonds européens, ça va être assez neutre quand même entre les recettes et les dépenses. Donc théoriquement, en face, dans les recettes, on devrait avoir aussi 201 millions d'euros. Alors ça fluctue un petit peu parce qu'il y a des programmations différentes, mais ça s'équilibre quand même sur l'ensemble d'une programmation, ça va être neutre. Là, pour autant, il y a quand même des fonds européens, peut-être certaines années où on aura plus de recettes que de dépenses et vice versa. Mais ça s'équilibre quand même. Donc sur les recettes de fonctionnement, donc ça va être la quasi-totalité enfin en tout cas une grande majorité des recettes de la région. Donc c'est 1,453 milliard d'euros. Et donc dans ces recettes, on a une large part qui proviennent des recettes fiscales. Donc les recettes fiscales, ça va être essentiellement ce qu'on appelle des fractions de TVA. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la TVA collectée au niveau national, il y a une part qui est reversée à la région Pays de la Loire. Donc c'est pour 838 millions d'euros. Et puis les autres recettes majeures, ça va être la taxe sur les cartes grises et la TICPE. Ce qui est un peu paradoxal avec la volonté de la région de lutter contre justement le réchauffement climatique et en tout cas la baisse des véhicules thermiques et du coût de la fiscalité qui est adossée. Donc c'est assez paradoxal. En fait, la région va certainement perdre un peu de ses recettes en voulant lutter pour la transition écologique. Et donc, ça fait l'objet en général de communiqués des régions de France en ce sens. Et donc, voilà, donc ça constitue la majorité de ces recettes de fonctionnement. Et puis, pour une part beaucoup plus faible, vous avez des concours financiers de l'État et les fonds européens. Donc, en fonctionnement, c'est plus faible qu'en investissement. On a environ 25 millions d'euros sur le fonctionnement. Et puis, je vais faire directement peut-être les recettes d'investissement, comme ça sera plus parlant. On a 329 millions d'euros de recettes d'investissement, dont 190 millions d'euros sur les fonds européens. Donc vous voyez qu'on a très peu de recettes en fait en investissement comparé au fonctionnement. Parce que si vous prenez l'ensemble des recettes hors fonds européens, on est à 70 millions plus 69 millions. Donc on est à un peu moins de 140 millions d'euros. D'où la nécessité d'avoir une épargne brute qui se dégage pour financer des dépenses d'investissement et d'où la nécessité d'aller solliciter des fonds européens parce que ça permet quand même d'accentuer, enfin d'accroître la marge de manœuvre de la région. Je reviens rapidement donc sur les dépenses de fonctionnement. En fonctionnement, vous pouvez retenir quand même qu'il y a deux politiques publiques qui se dégagent en termes de masse. Ça va être donc C4 par exemple, c'est la commission sectorielle de la région, c'est pas la commission du Césaire. Mais c'est sur les infrastructures, transport et mobilité durable, et puis sur tout ce qui est jeunesse, emploi, formation, lycée et orientation. Et puis, donc, dans ces dépenses de fonctionnement, outre les politiques publiques, il y a les charges de personnel et les intérêts de la dette, notamment. Et puis, sur les dépenses d'investissement, donc là encore, alors c'est un peu plus équilibré quand même, malgré tout, sur l'investissement. Mais on a les deux mêmes politiques sectorielles qui se dégagent, auxquelles il faut ajouter tout ce qui est entreprise, développement économique et également territoire via les contrats de territoire. Ça va être l'essentiel des fonds, les 70 millions d'euros, donc des contractualisations entre la région et les EPCI, donc ça va être les communautés de communes notamment, pour des projets sur les territoires. Donc ça, c'est du cofinancement. Donc par exemple, la région, elle va donner 30 pour tel projet et la communauté de communes va aller chercher d'autres financements et potentiellement, elle peut se retrouver avec un reste à charge de 30. Donc c'est quand même un levier important pour les territoires et pour les EPCI. Et puis il y avait une dernière partie, vous avez pu voir en tout cas concrètement ce que c'était Délibère avec les 2 rapports qui ont été envoyés. Donc le mail qui arrive généralement le vendredi soir. Donc il y a à la fois ce qu'on appelle des rapports et des annexes. Donc les rapports, donc vous avez pu un peu, je pense, regarder ceux qui vous ont été envoyés. Il se décompose de la façon suivante, donc un pavé qui résume le rapport. Donc là, vous allez retrouver un petit peu les termes qu'on a pu expliciter dans la première partie. Donc dotation, autorisation d'engagement, crédit de paiement. D'où l'intérêt quand même d'avoir la connaissance de l'ensemble
de ces notions. Et puis après, vous avez donc dans le rapport le détail vraiment des montants indiqués. Et donc ces rapports, ils vont vous servir pour les auditions des vice-présidents qui ont lieu le lundi après-midi, pour justement leur poser des questions un peu plus précises et peut-être plus concrètes sur les politiques sectorielles qui sont explicitées un peu dans ces rapports. Et donc, c'est vraiment un premier niveau d'information quand même à consulter. Au-delà du budget, ça va être quand même la déclinaison du budget dans les politiques publiques. Et puis, donc ça, c'est ce que la région nous transmet. Et puis, pour les avis du Césaire, et ça concernera principalement le groupe d'appui budget, on a des tableaux préparatoires qui sont faits, en fait. Donc moi, je vais procéder à ces extractions et à ces tableaux préparatoires pour avoir les grandes variations, on va dire, par ligne budgétaire. Donc là, je vais prendre un exemple sur le premier tableau, vous avez les autorisations d'engagement, donc ça veut dire les autorisations de fonctionnement sur la ligne structurer le territoire par une offre ferroviaire adaptée. Et donc là, vous avez les montants qui avaient été votés lors du BP en 2023. La colonne suivante, le total voté 2023, c'est le montant à l'issue des décisions modificatives. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de modifications des budgets depuis quelques années au niveau de la région. Donc, finalement, ce qui compte, ça va être surtout le budget primitif. Et ensuite, on a une colonne donc, sur le budget primitif 2024. Et ensuite, on a les évolutions de BP à BP et de BP à total voté. Donc, ça, c'est vraiment des tableaux sur les grandes masses. Mais ça peut vous permettre, si vous avez peu de temps durant le week-end ou avant l'audition des élus le lundi après-midi, d'identifier peut-être une ou deux lignes à aller regarder prioritairement. Et là, vous pouvez aller voir les rapports pour avoir la raison peut-être de la variation et voir si c'est cohérent en tout cas avec ce qui avait été voté précédemment. Sur les commissions permanentes, bon, à part sur la C1 qui n'a pas de pendant, on va dire, au niveau de la région, chaque chargé d'études, en tout cas, réalise une note de synthèse à destination à minima de son bureau de commission, et je pense que c'est diffusé même à l'ensemble de la commission. La commission permanente, en fait, la région n'a aucune obligation de nous transmettre les documents, et Marie-Thérèse Bonneau est invitée en tant qu'observatrice à la commission permanente. Là encore, c'est pareil, il n'y a pas d'obligation, la région le fait dans le cadre de bonnes relations. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un accord qu'on a avec la région de bénéficier quand même des documents pour faire les notes de synthèse. Mais chaque chargé d'études fait la note de synthèse qu'il envoie à sa commission. Donc, sur les commentaires des commissions, là, c'est plus un mémo, mais quelques notions clés quand même sur les rédactions des commentaires, c'est d'identifier les évolutions importantes, d'expliquer et commenter ces évolutions ou l'absence d'évolution aussi, puisqu'il y a certaines politiques qui peuvent être peu dotées et il y a lieu d'avoir un commentaire du Césaire en ce sens. Et puis surtout évaluer ces évolutions au regard des avis qu'on a précédemment faits. C'est-à-dire que si le Césaire avait estimé qu'une politique était peu dotée au BP, son avis sera encore plus critique si elle subit une nouvelle baisse et vice-versa. Et il y a quand même un souci de cohérence avec ce qu'on a pu écrire à la fois dans les avis budgétaires et y compris aussi dans les avis d'autres rapports, dans les études aussi. Et puis donc donner l'avis du Césaire. Et puis donc ça, bon, maintenant vous êtes un peu plus familier avec les groupes d'appui, mais c'est quand même assez nouveau en fait. Ça a été instauré par le nouveau règlement intérieur du Césaire. Donc la mise en place de groupes d'appui autour des trois vice-présidents et présidentes et rapporteurs généraux. Et donc chaque commission a entre un et trois référents, sachant qu'il y a aussi des personnes qui sont associées, on va dire, à titre personnel et pas au niveau de la commission. Et donc ces référents, ils auront vraiment une double casquette, c'est de coordonner, donc à la fois de porter l'avis de leur commission dans le groupe d'appui et inversement, et de travailler donc sur des aspects plus généralistes de type recettes ou dettes dans le groupe d'appui, et sur les lignes spécifiques de leur commission.